La séance est ouverte. Jeudi dernier, le lieutenant-colonel Sébastien Botta est mort lors d'une mission de la force multinationale d'observateurs dans le désert du Sinaï, en Égypte. En votre nom à tous, j'adresse à sa famille, à ses proches et à ses frères d'armes les condoléances de l'Assemblée nationale. Nous pensons également, en cet instant, aux 6 autres militaires de différentes nationalités qui ont perdu la vie dans cette mission au service de la paix. Je vous invite à observer 1 minute de silence. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, dans un vieux pays démocratique comme le nôtre, attaché à la séparation des pouvoirs, attaché à l'État de droit, il y a des choses qui sont insupportables et que nous devons collectivement refuser. Ce qui a été infligé au président Sarkozy fait clairement partie de ce qui est pour nous inacceptable. L'avenir, je l'espère, nous éclairera sur l'enchaînement délirant qui a conduit à tenter d'abattre un homme public. Dans des conditions où l'arbitraire se dispute à l'indécent, des magistrats ont-ils été aveuglés par un désir de vengeance, voire même par une certaine forme de haine? La confusion intolérable des pouvoirs politiques et judiciaires a-t-elle été à l'origine de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui de machination? Une machination d'autant plus grave que, sans conteste, elle a entravé le cours normal de la démocratie française en 2012 et depuis 8 ans. Lorsque M. Takedine porte une accusation sur un ancien chef de l'État, une enquête est immédiatement ouverte. Lorsque le même individu, sur la même affaire, porte une accusation sur un magistrat, la réponse du parquet national financier est circulée, il n'y a rien à voir. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous, comme tant de Français, heurté et choqué par cette réponse invraisemblable sur une affaire d'une telle importance? La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Jacob, j'entends bien sûr votre question et je vais y répondre le plus clairement possible. Le garde des Sceaux, vous devriez le savoir, monsieur le député, ne peut pas commenter et moins encore intervenir dans une affaire en cours, et ce, quels qu'en soient les protagonistes. Cette ligne de conduite qui s'impose à tous les ministres de la Justice résulte, et ça n'est pas rien, de la Constitution de notre pays qui a prévu la séparation des pouvoirs que vous utilisez à cet instant de façon dévoyée. C'est la même séparation des pouvoirs qui aurait dû, monsieur le député, vous conduire à ne pas me poser cette question. Cette séparation des pouvoirs
c'est aussi l'État de droit. Aussi, monsieur Jacob, je vous rappelle que le garde des Sceaux veille à l'indépendance de la justice. Si une partie souhaite contester une décision de justice, il y a pour cela des voies de recours et ça n'est pas le garde des Sceaux. S'il vous plaît, on écoute monsieur Jacob. Monsieur le ministre, votre modestie dut-elle en souffrir? D'abord, ce n'est pas vous que j'ai interrogé, c'est le Premier ministre. Ensuite, et je m'adresse à nouveau au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, ces ministres qui, pour les uns, nous disent de sortir, que nous n'avons rien à faire dans l'hémicycle, et pour les autres, nous expliquent qu'il faut qu'on leur soumette les questions, c'est inacceptable. C'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Monsieur le ministre, vous êtes ici responsable devant nous. Et c'est nous qui vous interrogeons et nous attendons des réponses Merci, monsieur que vous êtes incapable de donner. Jacob. Je vous remercie. Bien. S'il vous plaît. Il restera que, monsieur Jacob, il restera que les parlementaires sont libres de poser les questions qu'ils souhaitent. La parole est à madame Séverine Gibson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, le jeudi 5 novembre 2020, la France est passée en alerte élevée face au risque d'introduction du virus de la grippe aviaire sur le territoire national, notamment dans les 45 départements traversés par des couloirs de migration. L'Eure, département dans lequel je suis élue, y figure. Dans un communiqué, votre ministère explique que le virus influenza aviaire, hautement pathogène H5N8, a été détecté sur 2 cygnes aux Pays-Bas le 23 octobre 2020 et que depuis, le nombre de cas dans la faune sauvage ne cesse de croître en Europe. Depuis vendredi 6 novembre, des mesures de prévention sont rendues obligatoires dans l'ensemble des départements classés en niveau élevé et dans les zones à risque particulier. Ces dernières prévoient notamment la claustration ou la protection des élevages de volailles par un filet avec une réduction des parcours extérieurs pour les volailles, l'interdiction de concours, de foires ou d'expositions de volailles, et l'interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces départements à des rassemblements organisés dans le reste du territoire. Un premier cas de grippe aviaire vient d'être détecté dans une animalerie en Haute-Corse, ce qui a donné lieu à l'euthanasie d'un élevage de 200 poules. Bien que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs ne représente aucun risque pour l'homme, ce virus aviaire reste hautement pathogène et très contagieux pour les oiseaux et les élevages. Monsieur le ministre, si nous espérons tous célébrer Noël en famille autour d'un traditionnel repas, autour de produits tels que chapon, foie gras et autres produits issus de l'élevage de volailles qui ornent nos tables de réveillon, la situation actuelle n'inspire pas à l'optimisme. Comment rassurer la filière qui légitimement s'inquiète? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Séverine Gibson. Effectivement, Mesdames et Messieurs les députés, depuis hier soir, la France connaît un premier foyer d'influenza aviaire, c'est-à-dire cette grippe de la volaille. C'est un foyer qui a été détecté en Haute-Corse, dans une animalerie. C'est un foyer qui ressemble à beaucoup d'égards à ce qu'on observe depuis plusieurs semaines, à la fois en Irlande, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Belgique. Dit autrement, nous nous attendions à avoir cette influenza aviaire qui arrive sur le territoire national. Alors face à ça, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, mettre en place les mesures de protection, c'est-à-dire que bien évidemment, nous euthanasions l'ensemble des volailles concernées par ce foyer. Deuxièmement, remonter l'ensemble de la chaîne épidémiologique pour comprendre d'où viennent ces volailles et ainsi essayer de circonscrire au maximum sa diffusion. Et puis, troisièmement, nous avons décidé, j'ai pris sous l'autorité du Premier ministre la décision de passer l'ensemble du territoire national
à un risque élevé en termes d'intrusion de ce virus d'influenza aviaire. Mais face à ça, mesdames et messieurs les députés, il y a deux messages que je voudrais passer devant vous. Le premier, c'est qu'évidemment, nous serons aux côtés de la filière qui connaît déjà beaucoup de coups durs dans la période. Nous serons à côté d'elle pour lui permettre de passer à nouveau cette étape et cette crise. Et puis, deuxièmement, de dire à l'ensemble de nos concitoyens, cette influenza aviaire est la maladie du rhume de la volaille et elle ne se transmet aucunement par voie alimentaire. Donc nous pouvons continuer sans risque à consommer du poulet, du canard, de la dinde et des œufs. Et ce message-là, il est très important. Cette confiance du consommateur, elle est essentielle. Je vous remercie. Avant de lui donner la parole pour sa dernière question au gouvernement, je souhaite saluer Madame Georges Pau-Langevin et lui adresser tous mes vœux de succès dans ses nouvelles fonctions auprès de la Défenseure des droits. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, le droit à la sécurité, à la tranquillité est fondamental pour nos concitoyens en cette période troublée. Et il est important pour toute la société qu'il soit exercé par une force publique dotée d'une solide déontologie. Mais il importe aussi que soit respectée la liberté d'expression, pilier de notre système démocratique. Nous avons en cours, depuis plusieurs mois, une commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre, qui s'interroge sur la dégradation du lien de confiance entre nos forces de sécurité intérieure et une partie de la population. Nous avons procédé à diverses auditions, dont justement celle du défenseur des droits sortant, les associations investies dans le respect des droits de la personne et les chercheurs. Or, alors que cette commission n'a pas terminé ses travaux, est soumise à notre examen sur un sujet essentiel, une proposition de loi de notre collègue Fauvergue, donc proposition de loi sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État. Ce texte permettra certaines avancées souhaitables, comme la constitution d'une police municipale à Paris. Cependant, certaines dispositions nous inquiètent. L'article 24 permettra par exemple d'interdire la diffusion d'images de policiers en action quand celle-ci peut porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ses fonctionnaires. Comment cela sera défini dans la loi, cet impact psychique? La conséquence directe de cet article est une atteinte grave à la liberté d'informer et à la liberté de la presse. Nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique n'auraient pas pu être révélées si cette loi avait été en vigueur. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas attendre nos propositions pour reprendre l'étude de ce texte? Pourquoi ne pas retirer d'ores et déjà l'article 24 qui choque les juristes, les associations et certains organismes internationaux? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la ministre Langevin, permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Indépendamment du fait que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui retire des textes de loi déposés par des parlementaires, permettez-moi d'abord de souligner le courage, la force, la détermination des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux qui risquent chaque jour leur vie dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont les premiers blessés dans les interventions, notamment en question d'ordre public, et qui sont en parfaite déontologie avec ce que les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ont imposé aux forces. Et je voudrais d'ailleurs vous le dire, Madame la députée, les policiers et les gendarmes sont parmi les fonctionnaires les plus contrôlés, les plus inspectés et proportionnellement les plus sanctionnés de toutes les administrations qui existent sur le sol de la République. Moi, je suis fier d'être leur ministre. Et Madame, l'article 24 n'est absolument pas ce que vous dites. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer une intervention de police? La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières?
Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux que l'article 24 soit adopté. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Monsieur le ministre, depuis 30 ans, bientôt 31, la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention introduit un sujet de droit majeur, celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Si notre patrie se veut la patrie des droits de l'homme, il est encore prématuré de dire qu'elle est celle des droits de l'enfant. Les précédents défenseurs des droits et défenseurs des enfants, dont je veux saluer ici l'action et l'activisme en la matière, ont publié un rapport éclairant en juillet dernier, devant servir de support au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour la 6e évaluation de la France sur la mise en œuvre de la CIDE. Dans ce rapport, ils indiquent notamment qu'il reste beaucoup à faire pour que l'ensemble des droits de tous les enfants soient complètement réalisés dans notre pays, et notamment dans la lutte contre toutes les formes de violence, les violences intrafamiliales, les violences à l'école et les autres violences institutionnelles. Les chiffres de ces violences sont là, terribles et insupportables. Ils notent toutefois les nombreux textes adoptés, les stratégies nationales élaborées qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte des droits de l'enfant, comme la stratégie de prévention et de protection de l'enfance ou la loi interdisant les violences éducatives ordinaires. Mais il reste encore beaucoup à faire. Depuis 1 an, nous avons connu une situation inédite, avec 2 confinements successifs, situation propice aux violences envers les enfants. Nous devons protéger les plus faibles de nos concitoyens et ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni argumenter, ni parfois même parler, et les considérer comme des sujets de droit à part entière. Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, comment le gouvernement compte agir pour que la France progresse sur le respect des droits de l'enfant et sur la lutte contre toutes les violences à leur encontre? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Évidemment, malheureusement, 2 minutes ne suffiront pas à ce que je puisse répondre à l'ensemble des questions que vous me posez, ni que je puisse évoquer avec vous l'ensemble des actions que nous menons et que je mène depuis 2 ans. Je pourrais vous parler de notre plan autour des 1000 premiers jours de l'enfant, puisque protéger les enfants, ça passe parfois, souvent, par mieux accompagner les parents. À quelques jours de l'anniversaire du Grenelle des violences faites aux femmes, je pourrais vous parler des mesures que nous avons adoptées pour mieux protéger les enfants victimes de ces violences conjugales. Je pourrais vous parler des 600 000 € supplémentaires que j'ai attribués au 119 afin qu'ils puissent cette année faire face au nombre croissant d'appels pendant cette crise. Je pourrais vous parler, comme vous l'avez fait, de la proposition de loi de votre collègue Maud Petit sur les violences éducatives ordinaires. Je pourrais partager avec vous les dizaines de projets qui sont en train de naître sur les territoires au gré de la contractualisation et de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, notamment pour mieux accompagner les enfants en situation de handicap, de l'aide sociale à l'enfance, ou encore pour renforcer les moyens de la pédopsychiatrie dans notre pays. Je pourrais vous parler, madame la députée, du plan de lutte contre les violences faites aux enfants que j'ai présenté l'année dernière avec ses 22 mesures, et notamment la mesure numéro 9 qui permet de durcir, et que vous avez voté, de durcir les peines contre les personnes qui consultent des sites pédocriminels et de fait seront inscrits automatiquement au Fijais. Je pourrais vous parler de la mesure numéro 22 qui lance les travaux sur la prostitution infantile, qui est un fléau en train de monter dans notre pays. Voilà, je pourrais vous parler de tout ça, madame la députée, et vous seriez d'accord ou pas d'accord, vous trouveriez que cela va trop vite ou probablement pas assez. Ce que je veux vous dire, madame la députée, c'est que tant que ce sujet ne deviendra pas un sujet de société, tant que chacun d'entre nous ne modifierons pas nos comportements, quand nous entendrons un cri ou quand nous verrons le bleu sur la manche d'un enfant, tant que dans nos relations, nous n'aurons pas des relations plus bienveillantes dans cette société qui devient de plus en plus violente, rien ne changera. La parole est à monsieur Jean-Félix Acquavive. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé.
6 mois après, je souffre encore de tachycardie, d'essoufflement. J'ai 41 ans, je n'ai aucun antécédent. 7 mois après, j'ai l'impression de vivre dans le corps d'un senior. J'ai une fièvre quasi quotidienne de 38. Je souffre d'asthénie, de polyarthralgie des membres inférieurs. Voilà les témoignages de Mélanie, de Sabine, de Nicolas, de Pedro et tant d'autres. Leur point commun, c'est qu'ils ou elles sont infirmiers, aides-soignantes, médecins, techniciens de laboratoire, aides à domicile ou agents d'entretien. Ils ont tous contracté le virus sur leur lieu de travail, à l'hôpital ou chez un patient, à Ajaccio, à Bastia, à Strasbourg ou ailleurs. En avril, vous aviez suscité beaucoup d'espoir, monsieur le ministre, lorsque vous aviez annoncé que le Covid allait être reconnu, je cite, « automatiquement et systématiquement comme maladie professionnelle pour tous les soignants ». Pourtant, il n'en est rien à ce jour. C'est la douche froide pour le personnel soignant. Le décret du 15 septembre 2020 ne prend en compte que les formes très sévères du Covid, à savoir celles qui ont nécessité une oxygénothérapie. Toutes les autres formes, certes peut-être moins graves, mais qui sont réelles, contraignantes, handicapantes, en sont exclues. Nous pensons réellement qu'il s'agit là d'une injustice, d'une discrimination. Nos hôpitaux sont en souffrance. Notre personnel soignant des unités Covid est à bout. Ne rajoutons donc pas de la déception, de la désillusion à la peine et à la fatigue. Monsieur le ministre, ma question sera donc simple. Est-ce qu'une révision du décret de septembre est en préparation pour intégrer réellement tout le personnel soignant qui souffre de troubles post-Covid? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'enfance et des familles. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Félix Acquaviva, merci pour votre question qui me donne l'occasion avant tout de saluer l'action au quotidien de nos soignants. C'est peut-être un sentiment de répétition chez certains, mais il faut continuer à leur rendre hommage à ces hommes et à ces femmes que nous n'applaudissons plus à 20h, mais nous sommes tous évidemment conscients de la situation à laquelle ils sont confrontés encore aujourd'hui. Alors, vous m'interrogez sur la question de la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle des soignants aux symptômes réduits. Je rappelle avant tout que l'engagement qui a été très tôt pris a bien été tenu et que tous les soignants ayant contracté une forme sévère de la maladie la voient automatiquement reconnue comme maladie professionnelle. Cela concerne non seulement ceux exerçant dans les services hospitaliers accueillant les personnes atteintes du virus, mais aussi, et c'est en cela assez inédit, mais vous l'avez évoqué, ceux des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, la limitation de cette reconnaissance automatique aux formes sévères répond à un impératif qui est aussi un impératif pragmatique, il faut se le dire, celui de pouvoir répondre sans limitation à l'ensemble des demandes et être bien conscient que le nombre de demandes serait extrêmement important et ne permettrait pas de reconnaître les cas graves dans les délais les plus raisonnables. Et ce sont ces personnes qui en ont le plus besoin et qui seraient pénalisées dans un cas différent. Alors cette notion de forme sévère, elle est pour l'instant évaluée sur le plan respiratoire, car il n'existe pas encore, vous le savez, de consensus scientifique clair sur les autres formes de cas sévères, mais en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, cette notion pourra bien entendu être réévaluée. Enfin, concernant les non-soignants, chacun conçoit que la situation diffère, sans rien nier évidemment de l'engagement de celles et ceux ayant poursuivi leur activité, ayant par ce biais contracté la maladie. Je ne peux que rappeler que cette activité ne consistait donc pas à traiter par définition les personnes atteintes du virus, et c'est la raison pour laquelle l'approche que nous avons retenue est aujourd'hui celle d'une expertise au cas par cas, avec une attention toute particulière accordée aux personnes ayant travaillé en présentiel pendant le confinement. C'est cette approche-là qui perdurera pour le moment, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Isabelle Valentin. Monsieur le Premier ministre, lors de son discours du 28 octobre dernier, le président Macron a dit « Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie ». Après ces paroles, nous attendons des actes. J'étais hier en visioconférence avec des commerçants de la grande région. Ils ont tous le même ressenti, incompréhension, incertitude, désarroi. Ils craignent pour la survie de leur commerce. Ils ont peur pour l'avenir de leur famille. Et je reprends leur expression, ils sont à bout de souffle. Oui, nous avons pleinement conscience de la violence avec laquelle cette seconde vague d'épidémie frappe notre pays. Oui, nous devons être vigilants, respecter scrupuleusement les mesures barrières pour protéger les plus fragiles et par respect pour nos professionnels de santé. Nous vivrons dans les mois à venir avec un masque, nous l'avons tous acté. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas traiter dans notre pays les divers acteurs du commerce de façon différente. Arrêtez de les opposer, nous avons besoin de tous. Si vous ne réagissez pas rapidement,
vous pourrez bien investir des millions d'euros dans des programmes de revitalisation. Vous pourrez faire tous les grands discours que vous voulez sur la cohésion des territoires. Quand vous aurez tué la majeure partie de nos commerces, vous aurez tué l'âme et la dynamique de tous nos territoires. Monsieur le Premier ministre, toutes les mesures d'accompagnement dans notre économie sont les bienvenues. Mais le plus important, c'est l'ouverture de nos commerces. Ce n'est ni le digital, ni le click and collect qui va sauver le commerce de proximité. Nos commerces doivent réouvrir le 26 novembre. Ils doivent être prévenus en amont afin de se préparer au Black Friday, week-end essentiel pour eux. D'ailleurs, une partie de votre majorité y est favorable. Je ne peux pas croire, monsieur le Premier ministre, que vous allez laisser se faire les ventes de Noël sur les grandes plateformes qui paient peu de fiscalité en France, qui inondent nos territoires de cartons et emballages que nous devons gérer. Ce serait un suicide collectif. Scientifiquement, la contamination a lieu dans la sphère familiale et amicale. Monsieur le Premier ministre, actez-vous la réouverture des commerces le 26 novembre. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Alain Griset. Monsieur Alain Griset, ministre chargé des PME et du commerce. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Valentin, j'entends naturellement la demande des commerçants et des artisans. Je connais leur inquiétude, quelquefois même leur détresse. C'est pour ça que nous travaillons tous les jours à rencontrer leurs représentants pour regarder de quelle manière nous pourrons rapidement travailler pour la réouverture. Nous avons parfaitement conscience que ces entreprises sont particulièrement touchées par les décisions que nous impose la situation sanitaire en France. Notre objectif est de pouvoir concilier reprise de l'activité économique et impératifs sanitaires. Comme vous, nous souhaitons une réouverture la plus rapide possible des commerces. Mais vous le savez également, cela dépend uniquement de la situation sanitaire. C'est pourquoi j'ai lancé avec Laurent Pietraszewski hier une concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles et fédérations de commerce. L'objectif est d'aboutir à l'établissement d'un protocole renforcé commun à tous les commerces et à la mise à jour des protocoles spécifiques pour chaque métier. Nous réunirons avec Bruno Le Maire, Olivier Véran et Laurent Pietraszewski vendredi à nouveau les fédérations de commerce pour valider ces protocoles et les soumettre au conseil scientifique. L'objectif étant d'assurer la reprise de l'activité économique dans les meilleures conditions sanitaires pour la période cruciale qui précède les fêtes de Noël. L'objectif est que nous construisions ensemble la meilleure solution pour les Français et les entreprises. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, je vous demanderai un peu de calme et d'écouter les réponses que les ministres donnent à vos questions. Et maintenant, nous écoutons monsieur Adrien Quatennens qui seul a la parole. Monsieur le Premier ministre, après 2 mois de votre danse du ventre, la direction de Bridgestone a confirmé son choix de fermer le site de Béthune. Les 863 salariés compétents, qualifiés, attachés à leur outil de production sont prêts à produire le type de pneus qu'on leur demande. Mais la direction du groupe a décidé froidement de leur sort depuis bien longtemps. Il ne s'agit pas simplement d'une délocalisation industrielle au sein même de l'Union européenne, avec ses propres subventions et les aides de l'État. Il s'agit d'une réorganisation purement financière, ayant pour seul objectif l'accroissement de la marge du groupe. Bridgestone sera donc votre Métal Europe, votre Continental, votre Florange à vous. À chaque fois, l'alternative offerte par cette mondialisation sauvage est la même. Renoncer à nos acquis et droits sociaux ou prendre le risque de la délocalisation. Au nom de la compétitivité et de la baisse des prix, vous attaquez le droit du travail et faites reculer nos services publics pendant que les marges des grandes entreprises et les rémunérations des actionnaires ne cessent de croître et que l'investissement productif recule. En opposition à votre modèle, nous sommes pour produire en France. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie industrielle fondée sur les qualifications des salariés, les filières, la relocalisation de l'activité, la planification de la bifurcation écologique. Cessons d'être les dindons de la farce.
Nous sommes pour le protectionnisme solidaire. Nous devons imposer une taxation écologique et sociale aux frontières et interdire l'importation des produits réalisés dans des conditions de travail inacceptables. Alimentons un fonds d'aide à la relocalisation en taxant les importations des entreprises ayant délocalisé. Pour faire tout cela, le peuple français devra réunir les conditions de vous retirer le volant des mains. En attendant, qu'allez-vous faire? Allez-vous exiger de la direction de Bridgestone le remboursement des aides publiques de l'État? Êtes-vous prêt à une nationalisation transitoire jusqu'à l'engagement d'un repreneur ou à faciliter la reprise du site par les salariés eux-mêmes? Merci, Monsieur Cazeneuve. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Quatennens, mais de quel recul du droit du travail parlez-vous? Je pense que jamais aucun gouvernement n'a fait autant pour protéger les emplois, pour protéger les salariés, que ce que nous faisons depuis le début de la crise. Je rappelle que le gouvernement met en place un dispositif inédit d'activité partielle qui a protégé jusqu'à 9 millions de salariés au plus fort de la crise, que nous accompagnons les entreprises qui négocient des accords d'activité partielle de longue durée qui permettent déjà de protéger plus de 300 000 emplois. Alors comme vous, j'ai été choquée effectivement par l'annonce du groupe Bridgestone en septembre de fermer le site de Béthune. Mais pour autant, vous voyez, le gouvernement ne se contente pas de slogans, monsieur le député. Depuis le départ, le gouvernement est aux côtés du territoire, aux côtés des 863 salariés. Alors avec Agnès Pannier-Runacher, nous nous sommes rendus sur place pour demander à la direction d'examiner un scénario de réinvestissement sur le site. Nous avons effectivement fait le constat que la direction ne veut pas étudier ce scénario. Pour autant, nous ne baissons pas les bras, nous restons aux côtés des salariés et du territoire. Vous savez, nous sommes en France. En France, quand une entreprise quitte un territoire, elle doit répondre à ses obligations, elle doit chercher un repreneur. Et le gouvernement, de ce côté, cherche des repreneurs. L'entreprise a également des obligations de revitalisation du territoire et nous serons extrêmement exigeants pour que l'entreprise respecte ses engagements sur la revitalisation du site. Et bien sûr, nous serons aux côtés des salariés et nous veillerons à ce que tous les salariés bénéficient d'un accompagnement pour le reclassement. Aucun salarié sur le bord de la route. C'est l'engagement que nous prenons, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Valérie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la semaine dernière s'est tenue la 3e édition du Forum de Paris sur la paix, consacré aux nouvelles façons d'agir pour le monde de demain. Il a regroupé plus de 60 chefs d'État et organisations internationales autour du président de la République. Forum d'un genre nouveau, entièrement numérique, rassemblant plus de 10 000 participants, il a permis d'aborder de très nombreux sujets. La question du financement de la solidarité lors du sommet de finances en commun, le cyberespace, la question terroriste, la protection de l'environnement, la question essentielle de l'éducation et celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais ce qui a sous-tendu l'ensemble des travaux, c'est bien évidemment la question de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le mécanisme ACTA et l'initiative COVAX ont été au cœur des discussions. Lancé le 24 avril par l'OMS et ses partenaires, dont la France qui a joué un rôle important, il a pour but d'accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid, diagnostic, traitement, vaccins et renforcement des systèmes de santé. Monsieur le ministre, pourriez-vous rappeler devant la représentation nationale les avancées et engagements pris lors de ce Forum de Paris sur la stratégie sanitaire mondiale pour notamment faire du vaccin un bien public mondial? Enfin, monsieur le ministre, alors que les cadres classiques de la coopération multilatérale sont fragilisés, pensez-vous que les enjeux de santé mondiale puissent être l'occasion de refonder ou redéfinir le multilatéralisme en associant plus d'acteurs, en repensant le capitalisme mondialisé, comme l'a suggéré le président de la République dans un entretien ce week-end? Quelle place alors pour la France et l'Europe? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame
La députée Valérie Thomas, vous l'avez souligné, le 3e forum de Paris pour la paix était un grand succès malgré la crise sanitaire. Vous avez signalé la présence en ligne de 60 chefs d'État et de gouvernement. Il y a eu 12 000 personnes qui ont participé à ce forum en ligne, représentant 151 pays. Cette 3e édition a permis, en particulier dans la rencontre du 12 novembre autour du président de la République, de la chancelière, du secrétaire général des Nations unies et du président du Sénégal, de poser les principes pour gérer les biens publics mondiaux après la crise du Covid et de lancer une démarche pour un consensus international permettant une vraie refondation de ce dispositif. Et à l'intérieur de cette stratégie, il y a les enjeux de santé que vous avez soulignés. D'abord parce que ce forum a permis le renforcement de ce qu'on appelle l'initiative ACTA, qui d'abord est une initiative financière, parce que ça a permis de mobiliser 2 milliards d'euros pour agir auprès des populations les plus vulnérables, permettre la recherche, mais aussi la diffusion du vaccin et des traitements. C'est le point le plus important, mais sur la santé, il y a eu aussi l'adoption d'une charte consacrant le vaccin comme bien public mondial et permettant de lutter contre ce que j'appelle pour ma part le nationalisme vaccinal, qui n'est ni une solution de solidarité, ni une solution d'efficacité. Et puis enfin, avec mon collègue allemand et les organisations internationales concernées, en particulier l'OMS, nous avons lancé le Haut Conseil d'experts qui s'intitule « Une seule santé », c'est-à-dire nous avons lancé une forme de GIEC de la santé, un outil d'alerte international qui permet de relancer le multilatéralisme à cet égard. Ainsi, ce forum de Paris a été un vrai catalyseur d'idées concrètes pour l'après-Covid. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Fabien Di Filippo. Monsieur le Premier ministre, comment comprendre qu'il soit plus dangereux de marcher, courir ou rouler seul à vélo en forêt que de prendre le métro aux heures de pointe? Comment comprendre qu'il soit possible de mettre une 60aine d'enfants dans le même bassin en cours d'EPS, mais qu'il reste interdit de reprendre des activités en petits groupes distanciés de moins d'une dizaine d'enfants? Le président semble d'ailleurs vous avoir désavoué sur ce point. Je veux ici relayer l'incompréhension et la colère des acteurs du monde sportif amateur et de millions de pratiquants quotidiens de tous âges. Nous avons saisi la semaine passée, avec 45 collègues du groupe Les Républicains, la ministre déléguée au sport, car la règle du 1 heure, 1 kilomètre et l'interdiction de toute pratique associative sans le moindre discernement génèrent de graves problèmes. Premièrement, elles sont contre-productives du point de vue sanitaire, en concentrant les pratiquants sur les mêmes chemins, en aggravant les pathologies liées à la sédentarité et en pesant sur les capacités physiques de notre jeunesse. Deuxièmement, elles sont dangereuses du point de vue psychique et social dans un contexte anxiogène où l'isolement et le repli augmentent les symptômes dépressifs. Troisièmement, elles sont mortifères pour nos associations, dont les bénévoles travaillent d'arrache-pied à la survie et qui n'ont droit qu'au mutisme de la ministre et à des promesses d'aide qui représentent moins d'un tiers des 400 millions d'euros de pertes cumulées déjà, entre baisse massive du nombre de licenciés et absence totale de perspective de reprise dans laquelle vous les laissez. Notre appel a ainsi été relayé ce week-end par des centaines de milliers de pratiquants, clubs et fédérations partout en France. Des milliers de médecins y sont très favorables. Nos propositions sont responsables et elles sont indispensables à la bonne santé des Français et de nos associations. Ma question est donc très directe, Monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous écouter ces propositions de bon sens et soutenir le sport français dans toute sa diversité? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Di Filippo. Voilà encore un sujet sur lequel on pourrait en réalité aisément être d'accord sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée, si on veut bien poursuivre l'intérêt général et pas chercher de vaines polémiques. Parce que, évidemment, que nous souhaitons tous le retour à des pratiques sportives normales. Le sujet est d'actualité, vous avez raison aussi de l'évoquer aujourd'hui, puisque nous avons passé l'essentiel de la matinée avec le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Économie et la ministre déléguée Roxana Maracineanu sur ce sujet, avec les acteurs du monde sportif. Et nous étions tous ensemble dans le même bateau. Il n'y avait pas cette colère dont vous parlez, il y avait l'esprit constructif. Les mesures qui ont été prises, elles ne l'ont pas été par plaisir, vous le savez bien. C'est comme d'autres mesures, c'est pour obtenir
les résultats sanitaires que nous commençons à obtenir de façon responsable maintenant. Mais évidemment, et je l'ai d'ailleurs dit ce matin dans un entretien, le type de propositions que vous faites, nous les suivrons le moment venu, quand les critères sanitaires le permettront, évidemment. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'ignorer les difficultés du monde sportif, c'est de l'accompagner. Je rappelle qu'il y a eu déjà 3 milliards d'euros dans le cadre des mesures ordinaires qui ont permis d'accompagner le monde sportif. Ce matin, le président de la République a décidé 2 mesures qui sont extrêmement importantes. D'abord, un fonds de compensation pour le sport professionnel, parce que le Premier ministre a obtenu de la Commission européenne que nous puissions dégager 107 millions d'euros sur ce sujet. En second lieu, pour le sport amateur, nous mettons en place ce que nous appelons Passeport, c'est-à-dire une disposition qui va permettre aux jeunes de s'inscrire dans les clubs. Il y avait ce matin un esprit constructif de satisfaction des acteurs, parce que nous allons non seulement traverser cette crise, mais préparer l'avenir. C'est cela qui est essentiel aujourd'hui, c'est en effet d'avoir un message positif vis-à-vis du monde sportif. Oui, nous allons traverser cette crise, mieux que la plupart des autres pays européens d'ailleurs, et derrière, nous allons rebondir pour qu'il y ait plus de pratiques sportives en France. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, il ne faut pas ajouter des absurdités aux aberrations. Quand on soulève des incohérences très précises, quand on fait des propositions factuelles, ce n'est pas de la polémique. Comme sur les commerces, où vous finirez par suivre nos propositions. Chaque jour qui passe, c'est du temps perdu pour la santé des jeunes générations. La parole est à madame Patricia Lemoine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, nous le savons, les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous vivons sont vertigineuses et touchent de très nombreux secteurs d'activité. Celui de la construction et de l'immobilier n'y échappe pas, avec le ralentissement des chantiers dans de nombreux territoires, mais aussi l'arrêt des visites des biens immobiliers. Le gouvernement et la représentation nationale ont su répondre présent en mettant sur la table des dispositifs d'accompagnement concrets. À ce titre, nous avons voté, pas plus tard que vendredi dernier, la prolongation du dispositif Pinel et celui du prêt à taux zéro. Si ces dispositifs sont les bienvenus, ils se confrontent néanmoins à la réalité du terrain. En effet, bien que les taux d'intérêt soient particulièrement bas, les refus de prêts immobiliers et des prêts bancaires en général sont en constante augmentation, en particulier pour les salariés des secteurs les plus durement touchés. Ainsi, en septembre et octobre 2020, le taux de refus de crédit immobilier atteint 15% contre 5,5% pour l'année 2019. Au-delà des chiffres, ce sont des milliers de nos concitoyens qui voient ainsi leur projet de vie bouleversé. Dès lors, à l'heure où la majorité des députés votent en responsabilité des dispositifs de soutien économique essentiels à la survie de nos entreprises et de nos commerçants, il est crucial que les banques jouent également le jeu, au risque de voir la dynamique de ces dispositifs et celle de la relance être complètement annihilée alors qu'ils pèsent lourdement sur nos finances publiques. Monsieur le ministre, pouvez-vous donc nous indiquer quelles mesures le gouvernement compte prendre pour inciter le secteur bancaire à jouer aussi un rôle social en accompagnant davantage les Français les plus durement touchés par la crise économique? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Lemoine, nous sommes avec Bruno Le Maire mobilisés en faveur des Français les plus touchés par la crise. S'agissant des PGE, nous avons obtenu des banques qu'elles diffèrent le remboursement du capital d'1 an, en 2022, sur une base personnalisée pour les entreprises qui en auront besoin. Nous avons également obtenu qu'elles pratiquent des taux très bas sur la durée du remboursement de ces PGE, jusqu'à 6 ans, entre 1 et 2,5% pour les PME et les TPE. Par ailleurs, en 2018, nous avons obtenu des banques françaises que les frais d'incident bancaire soient plafonnés pour les publics les plus vulnérables. Plafonnement à 25 € par mois de tous les frais d'incident pour les clients fragiles. Plafonnement à 20 € par mois et 200 € par an des frais d'incident pour les bénéficiaires de l'offre spécifique pour les banques doivent proposer
à leurs clients en situation de fragilité. Augmentation de 30% du nombre de bénéficiaires de l'offre spécifique. De plus, en 2020, nous avons encadré l'identification des publics fragiles. Toute personne qui connaît 5 incidents en un mois se verra appliquer le plafonnement et sa banque lui proposera l'offre spécifique pour les publics fragiles sous critères de revenus. Il gardera ce statut fragile pendant 3 mois. Quand une personne est en situation de surendettement, et tant qu'elle y reste, elle sera également identifiée d'office comme un public fragile et bénéficiera du plafonnement. Chaque établissement devra en outre publier la liste du critère de revenu qu'il retiendrait pour identifier ces publics. Tous ces engagements font l'objet d'un contrôle renforcé de la part de l'État et de la Banque de France. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Marie-George Buffet. Merci, Monsieur le Président. Le sport, comme la culture, est frappé par la pandémie. Les gymnases, comme les salles de spectacle, ont fermé leurs portes. Les conséquences sur la construction et l'épanouissement des individus, notamment des enfants et des jeunes, sont lourdes. Le CNOSF n'a cessé d'alerter. Il a fait état de la baisse des licenciés entre 20 et 30%, voire 70% pour le sport adapté. Pour ces fédérations dépendantes des licences dont se financer, l'avenir est incertain. Il est urgent de revoir leurs conventions d'objectifs. Il en est de même pour les clubs amateurs qui sont privés de compétitions et donc d'événements, alors que 85% d'entre eux, n'étant pas employeurs, ne peuvent avoir accès au plan de soutien gouvernemental. La situation du sport professionnel est incertaine, notamment pour les pratiques ne bénéficiant pas des droits de retransmission. Je pense en particulier au sport féminin qui souffre d'une exposition moindre. L'enjeu est de taille, car moins il y aura de sport féminin visible, moins il y aura de pratiques féminines. Pour les enfants, la pratique pendant ce temps de crise passe aussi par le renforcement de l'EPS. Nous devons garantir sa place dans les formations, les examens et donner aux professeurs les moyens d'enseigner correctement. Ce matin, le président de la République a rencontré les acteurs et actrices du sport. La réouverture des terrains aux mineurs en décembre est une bonne nouvelle, ainsi que la réouverture progressive de la billetterie en janvier. Le mouvement sportif, dont je salue la mobilisation, mettait beaucoup d'espoir dans le financement d'un passeport dès janvier pour inciter à la reprise de licences dans les clubs. Quelles en seront les modalités? Il demande également une augmentation des moyens de l'ANS pour les projets sportifs fédéraux. Qu'en est-il? Monsieur le ministre, d'autres mesures d'aide aux clubs seront-elles prises? Allons-nous enfin considérer le sport comme une priorité de l'action publique pour les enfants et les jeunes? Allons-nous remettre le sport, comme la culture, au cœur du débat public pour le bien-être de chacun et chacune? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la ministre, Marie-George Buffet. Vous avez été une grande ministre des Sports et ça se voit dans l'acuité de votre question. Je partage les tenants et les aboutissants de votre question. Évidemment que le monde sportif est en train de vivre une période difficile comme tant d'autres secteurs dans la période actuelle. Et évidemment, nous devons revenir à la normale dès que ce sera possible. Et évidemment, nous devons traverser la crise en évitant que les acteurs meurent pendant cette crise. Donc nous devons penser en particulier aux plus petits. Je pense par exemple aux petites fédérations, pas seulement les moyennes et les grandes, mais les petites. Toutes les mesures que le Président de la République a annoncées tout à l'heure vont dans la direction que vous souhaitez. Celle que j'indiquais tout à l'heure pour le sport professionnel, en particulier avec la compensation de billetterie. Et nous avons pensé effectivement au sport féminin comme au sport masculin pour cette occurrence. S'agissant du sport amateur, la mesure passeport sera un véritable soutien. Elle correspond, nous le savons, d'après nos évaluations, aux besoins du sport amateur pour traverser la crise. Derrière ça, nous devons avoir de l'ambition, c'est-à-dire que nous devons de faire d'un mal un bien. Par exemple, au travers de l'opération Passeport, l'idée c'est qu'il y ait plus de licenciés après la pandémie parce que nous aurons créé ce mécanisme incitatif. Donc oui, nous voulons revenir à la normale, dans la continuité d'ailleurs de la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire que nous espérons qu'au mois de décembre, nous pourrons progressivement, par le plan que nous préparons avec Roxana Maracineanu, avec des protocoles sanitaires très stricts, revenir à des pratiques, réouvrir les salles de sport, en commençant par les mineurs, parce que oui, le sport est un enjeu de santé publique, oui, le sport est un enjeu de bien-être, oui, le sport est un enjeu de projection positive dans le futur
pour notre jeunesse. Et je crois que c'est un objectif que partage toute la France et je vous remercie de l'avoir rappelé. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Julien Borowitz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sophie Cluzel. Madame la Ministre, hier s'est tenu le comité interministériel du handicap sous l'égide de Monsieur le Premier ministre, en présence de nombreux ministres et des représentants des personnes handicapées. L'objectif était de mettre en exergue la mobilisation générale avec et pour les personnes en situation de handicap, malgré le contexte de crise sanitaire et pour une plus grande équité. Cette volonté d'équité est fondamentale car elle représente la première des égalités, comme le disait Victor Hugo. Cette équité, Madame la Ministre, je sais à quel point vous y êtes attachée. Cela s'est traduit depuis 2017 par de nombreuses réformes menées aux côtés du gouvernement et de la majorité. Développement des diagnostics précoces, déploiement de l'école inclusive, aide à l'embauche, simplification des démarches MDPH, revalorisation de l'allocation adultes handicapés, rémunération du congé proche aidant, etc. Mais malgré la crise sanitaire, nous devons aller plus loin encore et c'est l'objet des nombreux engagements pris lors du comité interministériel. Ainsi, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur le rapport que Philippe de Normandie et Cécile Chevalier vous ont remis récemment et qui bouleverse notre vision sur l'accès aux aides techniques. Nous avions déjà créé les filières de reconditionnement de ces aides et le remboursement de leur utilisation. Comment souhaitez-vous vous saisir du rapport précité qui montre toute l'importance d'ajuster les aides techniques de la personne pour qu'elle soit actrice de sa vie ? Par ailleurs, Madame la Ministre, cette semaine se déroule la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Alors que le taux de chômage augmente dans le contexte sanitaire actuel et qu'il est classiquement 2 fois plus important en cas de handicap, quelles mesures proposez-vous pour les travailleurs handicapés ? En conclusion, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les grandes orientations que vous souhaitez donner suite au comité interministériel et surtout s'agissant des aides techniques et de l'emploi des personnes handicapées pour qu'enfin la société évolue et que nous suivions l'adage de Saint Jean, cessez de juger sur l'apparence, jugez sur l'équité. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, oui, un comité interministériel inédit. Le Premier ministre s'était engagé. Nous l'avons ouvert aux associations parce qu'en effet, nous ne faisons jamais rien pour eux sans eux. Et c'est tout l'enjeu de la construction de la politique publique. Je remercie l'ensemble des ministres qui ont participé et qui ont réaffirmé que le handicap est priorité du quinquennat. Permettez-moi 2 mesures emblématiques phares qui vont changer la vie des personnes, parce que c'est ça qui nous intéresse, le quotidien des personnes handicapées. L'habitat inclusif, un amendement voté au Sénat qui repassera devant vous, mesdames et messieurs les députés, qui nous permettent de donner une aide à la vie partagée pour ne plus avoir à choisir sur le tout collectif ou le tout seul chez soi, qui servira aussi aux personnes âgées dans le cadre de cet habitat inclusif. Et nous avons là un changement sociétal de regard et de façon de vivre pour les personnes handicapées. Vous m'interrogez sur les aides techniques. Oui, nous mettons en place dans 15 départements une expérimentation pour déployer ces aides techniques. La juste évaluation, le juste besoin, la prise en main de ces aides techniques si importantes en formant les personnes et aussi en allant plus vite sur la prescription, avec un ergothérapeute au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir déployer les prescriptions. Enfin, vous m'interrogez sur l'emploi. Oui, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Osons l'emploi des personnes. Nous avons le DUOD et Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je compte sur vous pour le jeudi 19 novembre, même en distanciel, de faire le DUOD. C'est un tremplin vers l'emploi. J'étais aujourd'hui avec des entrepreneurs qui en font un vrai sourcing. C'est comme ça que nous pouvons changer la donne. Cette politique d'emploi des personnes handicapées, c'est toute l'année que nous devons la porter, mais c'est le 19 novembre que nous réaffirmons haut et fort en poussant les portes des entreprises, où qu'elles soient, pour dire que les personnes handicapées ont du talent, elles ont des compétences à apporter à notre société, et c'est ça l'entreprise inclusive que nous bâtissons avec l'ensemble des ministres concernés, puisque la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées balaie tout, apprentissage, formation, emploi, entreprises adaptées, ESAT, nous contribuons tous à tout simplement mettre en valeur les personnes en situation de handicap. La parole est à monsieur Guy Tessier. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le 27 septembre dernier, un conflit armé a éclaté dans la région caucasienne du Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan est entré en guerre contre l'Arménie. Ce territoire est le berceau de la civilisation arménienne. Le président azerbaïdjanais avait eu cette phrase : « J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens comme des chiens, nous l'avons fait ». Cela résume aujourd'hui la triste réalité du cessez-le-feu tripartite signé entre l'Arménie, la Turquie et la Russie dans la nuit du 9 au 10. Ce dernier est accablant pour les Arméniens du Karabakh et la République d'Arménie qui avaient reconquis de haute lutte leurs terres ancestrales. En revanche,
Il est une aubaine pour les Russes et pour les Turcs, qui renforcent tous deux leur influence dans le Caucase. Mais où donc est passé le groupe de Minsk, censé trouver une solution pacifique au conflit? Où donc est passée la France dans cette négociation? Alors que toute cette opération a été froidement orchestrée par un membre de l'OTAN, à savoir la Turquie, vous n'avez rien trouvé à redire. Vous avez laissé la Russie seule maître afin de gérer ce processus de paix. Ce cessez-le-feu consacre ainsi la sortie des Occidentaux de tout processus diplomatique au Caucase. Par votre volonté de rester neutre, quoi qu'il en coûte, vous avez lâchement abandonné les Arméniens qui attendaient tant de nous, les laissant ainsi entre les mains de Poutine et d'Erdogan, dont les motivations à peine voilées est d'affaiblir en profondeur l'Occident pour l'un et d'anéantir nos valeurs pour l'autre. La réinstallation des populations chassées par les guerres ne peut se faire que sur le territoire qui resterait souverain. La reconstruction de l'Artsakh comprend en premier lieu la reconnaissance sans délai, Monsieur le ministre, de son indépendance. Il en va de la responsabilité morale et politique du monde libre. Ma question est simple. Les Occidentaux, dont la France, vont-ils enfin agir ou préférez-vous que l'histoire porte sur le monde libre le même jugement que Churchill à l'égard de ceux qui fermaient les yeux alors? Il avait dit « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Guy Tessier, je voudrais vous redire ici ce que j'ai dit à plusieurs reprises, y compris dans cette Assemblée, qu'au cours des... S'il vous plaît. Merci de me laisser répondre à Monsieur Tessier, qui m'entend et qui m'écoute, je pense. Je vous ai dit à plusieurs reprises que depuis 6 semaines de cette grave crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à tout moment, plusieurs fois par semaine, nous étions en relation avec les autorités arméniennes. Et le fait que nous tenions notre place dans le cadre du groupe de Minsk était demandé par les autorités arméniennes au plus haut niveau. Je voulais vous le rappeler parce que certains semblent ne pas le savoir. Je voudrais... Merci de me laisser répondre. Je voudrais aussi vous dire, je réponds à Monsieur Tessier, je voudrais aussi vous dire, Monsieur Tessier, que vous savez comme moi que, d'une part, ce cessez-le-feu-là était indispensable pour sauver des milliers de vies. Chacun en a conclu, y compris le Premier ministre arménien, qu'il a lui-même signé. Deuxièmement, ce cessez-le-feu ne règle pas le fond. Et donc, la question qui est posée, c'est comment demain on règle les problèmes de fond. Eh bien, monsieur le député, ces discussions ont déjà commencé, d'une part entre le président de la République et le président Poutine, d'autre part entre le secrétaire d'État Mike Pompeo et moi-même hier à Paris, et nous aurons demain une réunion à Moscou avec les ambassadeurs chargés du dossier pour lever les ambiguïtés du cessez-le-feu. Il y a des ambiguïtés dans le cessez-le-feu, à la fois, merci de me laisser répondre, à la fois sur... Je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. À la fois... Arrêtez un peu, là, franchement. Je vous finirai par écrit, Monsieur Tessier, parce que nous avons une relation suffisamment confiante l'un et l'autre pour que je puisse vous l'exprimer. Mais il faut lever les ambiguïtés, à la fois sur les réfugiés, à la fois sur la délimitation du cessez-le-feu, à la fois sur la présence de la Turquie, à la fois sur le retour des combattants et à la fois sur le début de la négociation sur le statut du Haut-Karabakh. C'est ce que vous pensez aussi, parce que je lis vos papiers sur le sujet, et c'est ce que nous allons essayer de faire. La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, le 31 décembre, le Brexit mettra un terme à un grand nombre de traités unissant nos deux pays et aux pays de l'Union européenne. C'est la dernière chance pour Julian Assange et ses proches d'éviter 175 ans de prison. Accusé de viol et acquitté en Suède, Julian Assange est journaliste et fondateur en 2006 du site Wikileaks pour les lanceurs d'alerte. Il a dévoilé 750 000 documents confidentiels et, entre autres,
une activité condamnable de crime de guerre de l'armée américaine en Irak, notamment, ce qui par la suite nous a valu beaucoup de maux. En 2019, il est arrêté, mis en prison par l'Angleterre et inculpé par les États-Unis. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez été son défenseur passionné dans une vie antérieure. Ma question n'est pas de vous mettre dans l'embarras, loin de là. Aujourd'hui, le journal Le Monde, s'interroge sur fond de Covid, comment gérer le film Hold Up et l'extension du populisme. Et il a publié, ce même Le Monde, le 4 juillet 2015, une lettre de Julian Assange bouleversante. Le soutien demandé à l'époque au gouvernement a été laissé sans réponse. La question de tous aujourd'hui, exister ou pas? L'homme existe-t-il toujours? Est-ce que nous laisserons mourir Julian Assange, qui nous a rendu service à Guantanamo, ou est-ce que nous l'accueillerons en citoyen libre en France? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean Lassalle, je voudrais vous apporter 3 éléments de réponse sur la situation juridique de M. Julian Assange, qui, comme vous le savez, est un ressortissant australien, qui fait l'objet en ce moment d'un procès encore en cours, en ce moment même, au Royaume-Uni. Le jugement doit intervenir au mois de janvier. D'abord, comme vous le savez, votre question n'est pas une question nouvelle. Les autorités françaises ont eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet dans le passé, c'était en 2015. La France, déjà interrogée à ce moment-là, avait alors jugé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une réponse favorable à une demande d'asile politique qui serait faite aux autorités françaises par M. Assange, en raison d'éléments liés à la situation juridique et à la situation de fait de l'intéressé. Deuxièmement, il n'apparaît pas aujourd'hui que les éléments d'analyse sur ce dossier, sur la situation de M. Assange, aient évolué. Il y a une procédure en justice et je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que nous faisons confiance à la justice du Royaume-Uni parce que c'est un pays d'état de droit. Et ce n'est pas le statut futur de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui changera cette donnée fondamentale et historique. Il vaut mieux le dire très même clairement ici dans cette Assemblée. Et puis enfin, troisièmement, vous avez fait référence au dispositif qui concerne les lanceurs d'alerte en assimilant M. Assange à ce statut. C'est un dispositif qui est un dispositif français, qui est un dispositif très avancé au niveau mondial, puisqu'il permet à la fois la définition juridique du lanceur d'alerte et les procédures de signalement et les garanties qui peuvent leur être données. Mais cela n'est pas le cas là, précisément, parce qu'il s'agit d'un procès au Royaume-Uni, et je fais pour ma part confiance à la justice du Royaume-Uni à cet égard. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Florence Provendier. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur Taquet. Monsieur le ministre, en cette veille de la journée de l'abolition des abus sexuels contre les enfants et des 31 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, je voudrais rappeler que dans le monde, 230 millions d'enfants n'ont pas de certificat de naissance, que 155 millions d'enfants de moins de 5 ans ne mangent pas à leur faim et que trop d'enfants sont victimes de conflits, à l'exemple des 24 000 enfants réfugiés qui ont dû fuir le Haut-Karabakh ces dernières semaines. C'est un fait. Les enfants sont ceux qui sont les plus vulnérables et les plus exposés aux violences. D'après le Conseil de l'Europe, environ 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Sur les réseaux sociaux, ce sont 22% des enfants français qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement. La catastrophe sanitaire qui secoue notre pays et le monde fait ressurgir aux yeux de tous les blessures profondes qui rongent nos sociétés, dont celle, silencieuse et invisible, de la violence faite aux enfants. Lors du dernier anniversaire de la CIDE à l'UNESCO, le président de la République a pris des engagements forts pour protéger nos enfants face à de nouvelles menaces contemporaines. Il a mis l'accent sur 3 grands axes : l'accompagnement pendant les 1000 premiers jours, la lutte contre les violences faites aux enfants et leur protection dans l'espace numérique.
Sans attendre, vous avez traduit ces engagements dans la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, et plus spécifiquement dans le plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. Au Parlement, nous avons adopté cet été la proposition de loi portée par notre collègue Bérangère Couillard visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui prévoit notamment le renforcement de la protection des enfants contre la pornographie en ligne. Quoi qu'il en coûte, c'est une formule avec laquelle nous répondons à de nombreuses difficultés liées à la crise sanitaire actuelle, et la lutte contre les violences en ligne faites aux enfants ne doit pas y échapper. Je sais votre détermination, monsieur le ministre, à mieux prendre en compte les droits de l'enfant. Aussi, pourriez-vous nous indiquer les avancées de vos actions depuis un an, Madame la et plus députée. particulièrement celles... La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Souvenez-vous, 1989, le monde était bien différent à l'époque, lorsque les États ont entrepris la rédaction, l'élaboration de la Convention internationale des droits de l'enfant. Internet n'existait pas. Et c'est ce qui explique que cette Convention internationale, qui est la convention la plus signée dans le monde, contient très peu de mesures protectrices des enfants dans le monde numérique. C'est la raison pour laquelle le président de la République, à l'occasion de son discours à l'UNESCO, le 20 novembre dernier, à l'occasion du 30e anniversaire de cette Convention internationale des droits de l'enfant, m'a demandé de mener une initiative internationale auprès de l'ensemble des autres États afin d'élaborer une déclaration politique internationale qui vienne compléter la Convention internationale des droits de l'enfant pour améliorer la protection des enfants dans le monde numérique. Protéger leur identité numérique, les protéger contre le cyberharcèlement, contre la pornographie, vous l'avez évoqué, contre la pédocriminalité ou encore contre la prostitution infantile dont on sait qu'Internet est devenu un des leviers majeurs. D'ici là, le gouvernement, vous l'avez rappelé, après un certain nombre de mesures pour protéger les enfants dans l'ère numérique. La PPL soutenue, proposée par votre collègue Bérangère Couillard, qui permet de limiter l'accès des jeunes à la pornographie, âge moyen inférieur à 14 ans dans notre pays, ou encore le durcissement des peines pour les personnes consultant des sites pédopornographiques de 2 à 5 ans, avec une inscription automatique au fichier des agresseurs sexuels. Vous avez parlé de jungle numérique, Madame la députée, à la fin de votre question. Cette ère-là est terminée désormais. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Serge Letchimy. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, des pluies diluviennes sous orage d'une intensité anormale ont provoqué de très graves dégâts en Martinique et plus particulièrement dans le Nord-Atlantique. Des rivières en crue, des mouvements de terrain, des inondations, des coulées de boue ont emporté une centaine de maisons et endommagé des réseaux dans la plupart des communes. Un homme est mort à Sainte-Marie, emporté par les eaux. 30 000 foyers sont privés d'eau. Plusieurs dizaines de familles ont dû être déplacées, des axes routiers coupés. L'ampleur de ces dégâts causés par ces épisodes de pluie torrentielle impose la reconnaissance en urgence de l'état de catastrophe naturelle pour ouvrir les droits aux foyers assurés. Mais, monsieur le ministre, si l'engagement de cette procédure ne souffre, selon moi, d'aucun doute, j'ai le devoir de vous alerter à la fois sur la mise en œuvre et ses limites. Lorsqu'on sait que 40% des habitations aux Antilles ne sont pas assurées et que 20% des activités sont dans l'informel, lorsque l'on connaît les limites du régime assurantiel en vigueur, les dommages corporels ne sont pas indemnisés. Lorsqu'on est conscient que le fonds de secours d'urgence pour les non-assurés et les collectivités n'est doté que de 10 millions d'euros pour l'ensemble de l'outre-mer. Nous connaissons par ailleurs les difficultés d'accès au fonds Barnier. Lorsque les mairies concernées, vu l'étendue des dégâts, se trouveront acculées budgétairement, nous savons aussi que l'ampleur de la question foncière indivision titre va freiner l'accès aux aides. Ce sont des particularités qui ne peuvent être occultées si nous voulons que l'expression de la solidarité nationale soit totale et efficace pour aider les sinistrés de Martinique. Alors, monsieur le ministre, 2 questions. Comptez-vous prendre des mesures spécifiques pour que l'arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle soit rapidement pris? Êtes-vous disposé à engager une réforme de la politique du risque naturel en Outre-mer, compte tenu de l'ampleur et de la récurrence des phénomènes qui sévissent? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député
Serge Letchimy, qui me soit permis également d'exprimer la solidarité au nom du gouvernement et de l'ensemble de la nation avec les victimes de Martinique, aussi de Guadeloupe, mais singulièrement dans le nord de la Martinique, avec ces intempéries d'une rare violence qui malheureusement se répète dans le temps et qui s'aggrave dans leur intensité. Peut-être aussi encore un chiffre, 55 000 personnes sont privées d'eau potable, rupture de canalisation, les collectivités territoriales sont mobilisées pour établir également dans les meilleurs délais, évidemment, l'adduction en eau potable. Votre question est précise, ma réponse sera tout aussi précise. Est-ce que nous allons prendre la procédure dite de catastrophe naturelle? La réponse est oui. L'examen des dossiers déposés par les communes se fait cet après-midi même par la Direction générale de la sécurité civile. Je peux déjà vous donner les communes qui ont déposé le dossier: Ducos, Gros-Morne, Sainte-Marie, Marigot, Le Robert et Trinité. 7 communes également seront concernées en Guadeloupe. Et derrière, vous le savez, le Fonds de solidarité pour l'outre-mer, qui dépend de mon ministère, pourra être sollicité pour les différents biens qui ne sont pas assurés, puisque vous avez raison de le rappeler, c'est un point important sur lequel il faudra avancer. Le projet de loi de Jacqueline Gourault, dit 4D, permettra d'avoir un titre spécifique sur l'outre-mer, sur lequel je souhaite qu'on puisse incorporer des mesures qui tiennent aux travaux sur les risques majeurs naturels outre-mer. Déjà, votre proposition de loi que vous avez fait adopter sur l'indivision vient donner déjà un certain nombre de réponses. Et évidemment, cela va dans le bon sens, mais il nous faut évidemment progresser. En tout cas, la solidarité nationale sera évidemment au rendez-vous pour cette catastrophe très douloureuse pour la Martinique, la Guadeloupe et pour l'ensemble de la nation française. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Ugo Bernalicis. Ma question s'adresse au ministre de l'économie, des finances et de la relance. La France connaît une crise sanitaire sans précédent qui amplifie la crise sociale et marque une croissance du nombre de pauvres en France. Je pense aux 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et aux plus de 300 000 personnes qui vivent dehors, comme le déplore la Fondation Abbé Pierre. Il n'y a malheureusement pas suffisamment d'argent pour sortir les gens de la pauvreté dans votre budget. Et il n'y a pas d'argent magique, mais je sais où trouver facilement 2,2 milliards. Je pense à cet argent que la banque Société Générale doit acquitter à l'administration fiscale, des suites de la reconnaissance de la responsabilité de la banque dans l'affaire Jérôme Kerviel en 2008. Cet argent, la banque nous le doit. Vous allez me dire que ce n'est pas en pleine crise qu'il faut affaiblir une banque qui investit sur notre territoire. Mais ici, on parle d'une banque délinquante financière, d'une banque profiteuse de crise. Et on va faire d'une pierre deux coups. Profiteuse de crise d'abord, car la Société Générale va licencier près de 700 employés sur le territoire en délocalisant une branche en Inde, profitant de la crise du Covid. Délinquante ensuite, la banque et ses dirigeants. Après les Panama Papers, la corruption libyenne, les Cumex Files, voilà une nouvelle affaire, comme le démontre un article de Mediapart, expliquant le rôle de la Société Générale qui aurait aidé l'assureur AXA à frauder le fisc de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est incompréhensible, pendant que nos concitoyens voient la catastrophe sociale s'abattre sur eux, que cette banque délinquante soit laissée tranquille. Allez-vous faillir comme le gouvernement de François Hollande? En tout cas, nous saurions quoi faire en priorité de ces 2,2 milliards. Les donner à ceux dans le besoin pour ne plus avoir 300 000 personnes à la rue dans un pays aussi riche que la France. Et vous, qu'attendez-vous pour récupérer ces 2,2 milliards que la Société Générale doit aux Françaises et aux Français depuis 2016 ? Merci. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ugo Bernalicis. Monsieur le député, je vous entends reprocher régulièrement beaucoup de choses au gouvernement. Et s'il y a une chose que vous pouvez difficilement reprocher à ce gouvernement et à cette majorité, c'est de ne pas aller chercher l'argent là où nous devons aller le chercher. C'est cette majorité qui a fait voter en 2018 une loi contre la fraude fiscale et qui a fait sauter le verrou de Bercy. Ça faisait des années que des gouvernements avaient pris des engagements en la matière et qu'ils n'étaient pas tenus. C'est cette majorité qui a permis la création d'une police fiscale, une véritable police fiscale en 2019. Et c'est quoi le résultat de cette action? C'est qu'en 2019, nous avons eu une année record en matière de recouvrement de la fraude fiscale. 12 milliards d'euros. Jamais on n'avait recouvré autant d'argent dans notre pays. La précédente année record était de 2015, c'est 2 milliards d'euros de plus. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir sur ce sujet-là, de même que nous n'avons pas à faire de commentaires sur des affaires
judiciaires en cours ou sur des enquêtes en cours. Et sur le deuxième point, nous n'avons pas de leçons à recevoir non plus sur le sujet de l'accompagnement des plus précaires dans notre pays. C'est un plan à plus de 2 milliards d'euros qui a été présenté. C'est une aide exceptionnelle qui a été versée au moment du premier confinement. Trouvez un autre pays dans le monde qui a débloqué autant d'argent aussitôt dans cette crise. La France l'a permis. Nous avons renouvelé cette aide. Et le 1er décembre, automatiquement, des centaines de milliers d'étudiants recevront une aide exceptionnelle de 150 € parce que ce gouvernement s'est engagé. L'allocation de rentrée scolaire augmentée de 100 € cette année. Nous n'avons pas de leçons à recevoir non plus sur ce sujet-là. Et je vous invite à regarder à l'international si des pays se sont autant engagés que nous. Sur ces deux volets, nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. Merci, monsieur le ministre. C'est Bernalicis. Juste pour dire, et sinon, sur les 2,2 milliards de la Société Générale, on en est où? Merci. La parole... Non mais attendez. Ou vous arrêtez votre cinéma, ou des sanctions vont être prises. La parole est à monsieur Didier Le Gac. Merci, Ça suffit. merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Mer. Madame la ministre, chère Annick Girardin, vous avez lancé le 9 novembre dernier le Fontenoy du maritime afin de consolider le pavillon français et donc l'emploi maritime. Votre objectif, à l'issue de cette concertation avec l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur maritime, est de redynamiser l'écosystème maritime français. Comme vous et avec vous, nous partageons cette ambition maritime forte pour notre pays. Cependant, et comme vous le savez, le secteur maritime français est durement touché. D'abord, le feuilleton du Brexit qui secoue de plein fouet et projette dans l'incertitude tout le secteur de la pêche. Ensuite, la pandémie de la Covid-19 qui a mis à l'arrêt une grande partie du transport maritime, qu'il soit de transport de passagers ou de marchandises. Enfin, la concurrence internationale s'avère particulièrement dure pour les compagnies maritimes françaises face à des pays, y compris au sein de l'Union européenne, qui pratiquent pour certaines le dumping social ou bénéficient de ce qu'on appelle le net wedge. À titre d'exemple, chez moi, en Bretagne, la Brittany Ferries, première compagnie française de passagers, est mise en difficulté sur les liaisons transmanche parce qu'à la différence du Royaume-Uni, elle n'est pas exonérée pour les cotisations salariales. Voilà pourquoi, Madame la ministre, le marin français, en ce moment, a des bleus à l'âme. Aussi, pouvez-vous nous préciser, selon vous, quelles mesures concrètes le monde maritime peut attendre du Fontenoy? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Gac, merci de votre question et je crois que je peux rappeler ici que mon objectif, et je l'ai annoncé dès ma nomination à la tête de ce nouveau ministère voulu par le Président de la République et le Premier ministre, c'est de faire de la France une grande puissance maritime et cela passe par le pavillon français, bien sûr, un pavillon français rénové. Et vous l'avez compris, c'est l'objectif du Fontenoy du Maritime. Fontenoy du Maritime, lancé le 9 novembre dernier, qui porte le nom de la place qui a abrité le ministère de la Marine marchande. Alors, cet exercice, il va être mené, bien sûr, en concertation avec l'ensemble de l'écosystème, les armateurs, bien entendu, qui ont déjà fait un gros travail et qui ont nourri cette réflexion, mais également les syndicats, les ports, les constructeurs, mais aussi les établissements bancaires, les assureurs et les chargeurs. C'est ensemble que nous allons apporter une réponse qui va se faire en deux phases. Première phase, avant la fin de l'année, c'est de définir précisément les champs de cette réflexion, à la fois effectivement sur la formation, l'emploi, la transition énergétique, mais également sur le dumping social, et vous l'avez cité, monsieur le député, qui est extrêmement important si on veut que notre pavillon français rayonne davantage, bien sûr, qui est une priorité pour nous tous. Et puis la deuxième phase, c'est premier trimestre 2021 et avant le mois de mai, un accord de compétitivité signé par tous les acteurs qui aura besoin de réponses sans doute législatives, fiscales, budgétaires, réglementaires, avec un objectif fort qui est celui du gouvernement. Le premier, l'emploi, 500 emplois d'ici 2022, 5000 en 10 ans, c'est ce que j'espère, c'est ce que nous voulons tous. Cette réponse à moyen et long terme va venir suppléer cette réponse d'urgence que le Premier ministre a annoncée ici le mois dernier aux sociétés de ferry, de transport. Et bien sûr, je vous invite tous à y participer. La mer rassemble tout le monde maritime et bien que ce monde maritime s'engage dans ce travail. La parole est à monsieur Olivier Dassault.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Qui a droit à quoi? Est-ce autorisé ou pas? L'administration croule sous les appels d'entrepreneurs fermés, angoissés, découragés, désespérés. D'après une enquête de l'Union des indépendants auprès de ses adhérents, la moitié d'entre eux n'a pas eu accès au plan de solidarité. 81% n'ont pas bénéficié du report de charges sociales ou fiscales. Aucun n'a bénéficié d'un report de loyer. 90% ont préféré renoncer aux prêts garantis par l'État par crainte de ne jamais pouvoir rembourser. Tous ont dénoncé les complexités administratives et le maquis des aides. Les commerces de proximité qui animent nos cœurs de ville et de village, punis alors qu'ils avaient suivi scrupuleusement les consignes sanitaires, masquant leur sourire, évitant tout contact. Monsieur Griset le sait bien, les coiffeurs ne veulent plus couper les cheveux en 4. Les restaurateurs souhaitent remettre le couvert. Les libraires tournent la page. Les fleuristes sont à fleur de peau. Pour tous les commerçants et les indépendants, réouvrir est devenu une première nécessité. Alors l'État protecteur, oui, l'État nounou, l'État-providence s'essouffle dans ses tentatives de colmater les fissures d'une vie sous cloche. La liberté, liberté chérie, réclamée. Les Français ne supportent plus qu'on leur prête à penser et ils ont besoin d'espérer. L'endettement des TPE, PME s'est accentué au fil des manifestations, des grèves, puis des incertitudes et des confinements. Alors voici ma question sous forme de proposition. Seriez-vous prêt à soutenir la création d'un crédit d'impôt simplifié allant jusqu'à 1 000 € pour nos compatriotes qui pourraient investir leurs économies dans le maintien de leur commerce de proximité? Et enfin, quand comptez-vous réouvrir les portes de l'interdit? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Dassault. Tout d'abord, répondre directement à votre question concernant le crédit d'impôt. Il en existe un pour les particuliers qui investissent dans les sociétés et nous regardons avec Bruno Le Maire si on peut éventuellement étendre cette possibilité pour les entrepreneurs individuels. Donc c'est une bonne idée, on va effectivement y regarder. Quant à l'ouverture des petits commerces, vous le savez, nous travaillons beaucoup avec Bruno Le Maire, avec l'ensemble des branches, pour regarder de quelle manière on peut donner aux autorités sanitaires les éléments permettant de réouvrir ces commerces. Je redis ici qu'à aucun moment ces commerces n'ont été accusés de faire en quoi que ce soit mal leur travail, de ne pas protéger les Français, de ne pas respecter les protocoles. Il était simplement question d'essayer de diminuer le flux de circulation pour permettre aux Français d'appliquer au mieux le confinement. En ce qui concerne les aides, Monsieur le député, rappelez qu'à l'occasion du premier confinement, le Fonds de solidarité a bénéficié à 1 700 000 entrepreneurs, 1 500 €. Que pour permettre à plus d'entrepreneurs d'en bénéficier, nous avons beaucoup simplifié l'accès à ce Fonds de solidarité, en enlevant les conditions d'avoir un salarié, en enlevant les conditions de chiffre d'affaires et en enlevant la condition de revenu d'activité en 2019. Et nous avons passé ce Fonds de solidarité de 1 500 à 10 000 €. Sur le PGE, 600 000 entreprises en ont bénéficié. Sur ces 600 000 entreprises, 94% ont moins de 20 salariés. Et nous avons permis à ces entreprises, pour beaucoup, de passer cette période très difficile, même si on ne peut naturellement pas dire qu'il n'y aura pas demain de difficultés majeures. Je prends simplement acte qu'à la date d'aujourd'hui, entre le 1er janvier et le 15 novembre, il y a 20% de défaillances d'entreprises en moins. Et je crois penser que le soutien de l'État y est pour quelque chose. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. D'encourager ma proposition de crédit d'impôt. Et j'entends bien l'extrême difficulté de préserver la santé publique, mais pensez encore et pensez aussi à tous ceux qui n'ont plus de perspective, parce que l'investissement de toute une vie disparaît un peu plus chaque jour. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous ne nions pas la gravité de la situation sanitaire et la complexité des problèmes qui se posent au gouvernement. Nous avons voté oui au confinement parce que la santé de nos concitoyens est notre priorité
Mais la gestion économique, commerciale et culturelle qu'elle implique ne cesse depuis de nous préoccuper. Nous n'en comprenons pas toujours le sens, les critères qui fondent vos choix et selon quelles modalités ceux-ci sont effectués. Si l'on s'en tient au terme du dernier rapport du Conseil scientifique, il apparaît bien que ce ne sont pas dans les commerces de proximité que le risque est avéré. Sur ce point précis, nous souhaiterions vous entendre. Les professionnels ne comprennent pas, eux non plus, les raisons justifiant leur fermeture et sur quel fondement ces décisions sont prises. Cette incompréhension est d'autant plus forte que l'épidémie n'a pas le même impact sur tout le territoire. Dans nos campagnes et petites villes, la situation est devenue intenable. Alors plusieurs interrogations se posent. La date du 27 novembre est demandée pour l'ouverture des commerces. La date du 1er décembre est envisagée par le gouvernement. Il faut clarifier sans attendre cette situation et leur laisser le temps de s'organiser. Laissons sinon la possibilité au préfet, en lien avec le maire et pourquoi pas le parlementaire, de décider en responsabilité de réouverture dans les territoires les moins impactés par la pandémie, dans le respect des indispensables contraintes sanitaires. Par ailleurs, la question de la survie des bars, restaurants et de l'événementiel avec la date annoncée du 15 janvier pose de manière cruciale leur survie. Un restaurant sur 2 risque de ne pas survivre à cette crise. Une réponse différenciée par le territoire doit être proposée. Mais cela ne suffira pas. Il faut également mobiliser les banques, les assurances et l'e-commerce, à propos duquel nous avons fait dernièrement une proposition de résolution tendant à sa participation solidaire. Sur tous ces points, Monsieur le Premier ministre, que pouvez-vous nous répondre? Merci. La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier, vous avez raison, Madame la députée, nous n'avons jamais dit que les petits commerces étaient le lieu où le virus était le plus répandu. Nous avons également félicité et remercié ces entrepreneurs pour toutes les démarches qu'ils ont effectuées pour protéger les consommateurs. Je redis que la condition qui nous a amenés à fermer ces petits commerces est essentiellement due au fait qu'il fallait limiter les déplacements des consommateurs et des clients de façon à réduire le taux de virus et d'éviter que les urgences et les services de réanimation en soient débordés. Par ailleurs, Madame la députée, vous souhaitez à juste titre que nous puissions regarder la situation de chaque entreprise pour éviter des faillites, en particulier dans la partie hôtel, café, restaurant. Il nous reste, c'est sûrement pas trop tard, cher monsieur, aujourd'hui les chiffres nous démontrent que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il nous reste encore quelques sujets sur lesquels nous continuons à travailler. La question des loyers, Bruno Le Maire, à la demande du Premier ministre, a décidé d'accorder un crédit d'impôt de 50% aux bailleurs qui laisseront les mois de loyer aux locataires. Nous travaillons sur la question qui aujourd'hui, je le reconnais, n'est pas totalement traitée, de ceux qui ont plusieurs entités, établissements, parce qu'actuellement, nous donnons une aide à l'entreprise et non pas à l'établissement pour essayer d'élargir cette aide. Et nous regardons pour ceux pour qui les 10 000 € ne sont pas suffisants, si on pourrait créer un nouveau dispositif basé sur la compensation de chiffre d'affaires. Nous travaillons également sur les questions liées aux congés payés sur l'activité partielle. Tout ça pour vous dire, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, que nous regardons l'ensemble des sujets pour accompagner au maximum ces entreprises dont nous espérons pouvoir garder sur notre territoire l'existence. Merci, Monsieur le Ministre. La date, pour l'instant, n'a pas encore été fixée, Madame la députée. Merci. La parole est à Madame Pascale Fontenelle-Personne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Notre économie est durement touchée par la crise sanitaire, mais l'économie touristique, au sens large, est actuellement à l'arrêt. Pour rappel, elle représente entre 10 et 12% de notre PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Les aides sont fortes, visibles, agiles. Le gouvernement tient ses engagements. Mais à l'approche de Noël, le tourisme en zone de montagne est dans l'attente. Son poids est considérable. On parle en effet du premier domaine skiable d'Europe, estimé à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour une dizaine de millions de touristes et environ 120 000 emplois. Ces professionnels de la montagne se sont vus amputer début 2020
de leur fin de saison par le premier confinement et ces mêmes professionnels se questionnent sur la saison prochaine. Préparer une saison, cela veut dire embaucher des saisonniers. Mais dans quelles conditions ? C'est avoir une visibilité sur les dates d'ouverture des stations. C'est aussi connaître les animations d'une station et tant d'autres questions. Les vacances de Noël marquent habituellement le lancement de la saison hiver. Elles représentent 10 à 15% du chiffre d'affaires annuel. À ce jour, on enregistre 30 à 60% de retard en réservation. Les conditions sanitaires, notamment en Rhône-Alpes, doublées d'annonces médiatiques concernant les restaurants qui ne rouvriraient pas pour Noël, semblent compromettre le début de la saison et marquer un coup d'arrêt sur l'envie des Français de se rendre à la montagne. Le manque de visibilité n'est plus soutenable pour tous ces opérateurs. Ainsi, monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser le calendrier prévu pour le déroulement de cette saison hiver ? Nous confirmer le maintien des aides sur le long terme si une partie de saison venait à ne pas se faire ? Et nous dire si une réflexion pourrait être menée sur un étalement des vacances de février, permettre que les zones se suivent sans se superposer. Cela garantirait la sécurité sanitaire et les réservations. Je vous remercie. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Fontaine-Personne, vous avez raison, Madame la députée, la situation des entreprises de montagne est préoccupante et nous avons la chance en France d'avoir dans ce secteur, qui est aujourd'hui, nous sommes le 3e pays au monde sur ce secteur de l'économie de montagne, nous avons des entreprises qui sont performantes et qui attendent de nous des précisions. Vous avez dit également, à juste titre, que la région Aura était une des régions aujourd'hui qui étaient les plus touchées par le virus. En particulier, le Premier ministre l'a relevé il y a quelques jours, la Savoie est le département français le plus touché. Et donc, par conséquent, avec Bruno Le Maire, nous avons reçu dès cette semaine les représentants de ces entreprises pour regarder avec eux quelle était leur vision de la saison à partir pour le mois de décembre. Nous avons pris la décision très vite de les revoir dès la semaine prochaine et avec eux, nous prendrons les décisions nécessaires pour qu'ils aient, comme vous le souhaitez, une visibilité le plus rapidement possible sur cette première partie de saison. Naturellement, la deuxième partie, vous l'avez indiqué, février et mars, est extrêmement important pour eux. Les aides seront pérennes. Comme le Président de la République l'a dit, nous accompagnerons les entreprises autant qu'il le faut, y compris sur la durée. Quant à la date des vacances de février-mars, pour l'instant, il n'y a pas eu de décision prise et le ministre de l'Éducation nationale regardera ça avec beaucoup d'attention. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Arnaud Viala. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, la crise que nous traversons démontre à quel point le soutien national à nos entreprises, des plus petites aux plus grosses, et même au fleuron de notre économie est vital. Des milliards d'euros sont aujourd'hui indispensables à la survie d'Air France, de Renault et de bien d'autres. Indépendamment de cette période si inédite, la France reste au palmarès mondial et européen dans le secteur de la production et de l'exportation d'électricité. Nous le devons aux arbitrages politiques ambitieux opérés il y a plusieurs décennies et à la puissance de feu de notre énergéticienne nationale, EDF, et à ses innovations technologiques avant-gardistes. L'hydroélectricité, vertueuse sur le plan environnemental, inépuisable, d'une fiabilité et d'une souplesse de mobilisation inégalées, concourt en outre à l'essor des territoires où elle est implantée en permettant les multi-usages de l'eau. En créant très tôt des infrastructures haut de gamme, EDF et la France ont vu beaucoup plus loin que la plupart des autres pays. Malgré tout, depuis 2015, la Commission européenne met la France en demeure d'ouvrir au champ concurrentiel ces concessions hydroélectriques au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance. Compte tenu des enjeux stratégiques plus que jamais actuels et aussi des défis territoriaux auxquels contribue l'énergie hydroélectrique partout où elle est produite, notre système doit perdurer. Des annonces devraient prochainement être faites quant au compromis trouvé pour que la France puisse proroger ses concessions et aux modifications de la gouvernance du groupe EDF nécessaires. Des parlementaires de tous bords ont soutenu les gouvernements successifs dans ce dossier majeur et demandent à être informés.
Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Viala, merci pour votre question sur un sujet sur lequel nous sommes très mobilisés au gouvernement, dans mon ministère. Je sais que vous l'êtes aussi, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup l'Aveyron, notamment avec des installations comme la centrale de Montézic. Le gouvernement soutient évidemment pleinement l'hydroélectricité. C'est une énergie renouvelable, c'est une énergie qui nous permet d'atteindre nos objectifs de la stratégie nationale bas carbone, la loi énergie-climat, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bref, l'hydroélectricité est importante pour notre stratégie énergétique et pour nos territoires. À l'heure actuelle, le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques doivent être renouvelées par mise en concurrence une fois qu'elles sont échues. Plusieurs concessions sont arrivées à échéance en 2011 et depuis, aucune procédure concurrentielle n'a été engagée. Ainsi, constatant le retard, vous l'avez dit, pris dans la mise en concurrence, la Commission européenne a engagé un contentieux en 2015 sous l'angle de la position dominante d'EDF. De plus, la Commission a mis en demeure la France en mars 2019, ainsi que d'autres pays européens d'ailleurs, sur le respect du droit communautaire en matière d'attribution des droits d'exploitation de l'hydroélectricité. Le gouvernement est déterminé, dans le cadre des négociations en cours avec la Commission sur la régulation nucléaire existante et du groupe EDF, à trouver une issue favorable à cette situation. Nous souhaitons obtenir des garanties pour pouvoir développer le potentiel hydroélectrique français, et ce, sous contrôle des pouvoirs publics. Je sais que je pourrai compter sur la mobilisation de tout le monde sur l'ensemble de ces bancs pour transcender les clivages partisans et arriver à ce résultat. Soyez assurés que nous sommes déterminés à mener des négociations dans l'intérêt du développement de l'électricité en France. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député Viala. Madame la ministre, notre mobilisation vous est acquise. Nous avons besoin d'être associés le plus possible aux informations que vous détenez en temps et en heure. Nous avons aussi besoin de savoir si les concessions déjà échues seront concernées par la négociation en cours et également quel sera le sort réservé à EDF dans son organisation et sa gouvernance. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Elsa Faucillon. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. À 15 jours de la collecte nationale pour l'aide alimentaire, les associations tirent la sonnette d'alarme. Il manque de bénévoles pour collecter les dons et le nombre de bénéficiaires explose. Parmi eux, les jeunes viennent massivement gonfler les rangs de ceux qui ont faim. Pour les jeunes qui recherchent un premier travail ou un contrat d'apprentissage, les perspectives s'assombrissent. Dans la commission d'enquête sur les jeunes et le Covid, les syndicats anticipent que plus de 27% d'entre eux seront au chômage à la fin de l'année. Imaginez ce que ça donnera dans les quartiers populaires où les chiffres sont déjà parfois à ce niveau. Écoutez l'appel des 110 maires, ces quartiers sont l'angle mort du plan de relance, alors même que la jeunesse y est plus nombreuse qu'ailleurs. Pour les étudiants, les petits boulots manquent à nouveau avec le reconfinement. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans, mais le plus gros problème pour eux n'est pas de louper des apéros, mais de croire en l'avenir, d'avoir espoir en l'avenir. Et cet espoir, il passe aussi par une vie décente maintenant. Vous avez mis en place une aide exceptionnelle de 150 €, mais quand on doit payer un loyer de 500, même avec une bourse et un montant maximum d'APL, on est loin du compte. Bon nombre d'étudiants n'ont plus de petits boulots et ne peuvent plus compter sur l'aide des parents qui subissent eux aussi la crise. Un nombre inquiétant est en détresse psychologique. Certains d'entre eux avouent sauter des repas à défaut de pouvoir en faire 3 par jour. Alors s'il vous plaît, plutôt que de venir donner des leçons sur comment manger à petit prix, comme on viendrait balancer des brioches, ouvrez aux jeunes l'accès à un revenu vital, qu'il s'agisse d'une allocation d'autonomie ou d'un revenu minimum des 18 ans. Franchement, appelez-le comme vous voulez, mais faites-le. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon. Vous avez totalement raison de souligner la question des jeunes dans la crise que nous traversons. Comme cela a été dit à plusieurs reprises par le Président de la République lui-même et par nous tous, les jeunes doivent être notre priorité dans ces circonstances.
la priorité à la jeunesse est affichée comme la première des priorités. Évidemment, cela se décline par de nombreuses mesures. C'est vrai dans le champ de l'éducation nationale, évidemment, où l'une des bonnes nouvelles, malgré tout, dans ces circonstances très difficiles, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, quand je vous disais qu'en 2020, il y a eu moins de décrochage qu'en 2019, grâce à la série de mesures qui ont été prises, notamment dans l'enseignement professionnel, où nous avons réussi aussi à maintenir un fort taux d'apprentissage. Nous avions réussi l'année d'avant à faire plus 16%, et nous continuons. Et puis, nous voulons de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est notamment le plan emploi jeune avec Elisabeth Borne qui nous permet aujourd'hui d'aider une entreprise à hauteur de 4 000 € pour qu'elle puisse embaucher des jeunes. Donc, il y a une série de mesures qui ont été prises pour que cette priorité soit concrète. Ce que nous voulons, c'est qu'aucun jeune ne soit laissé sur le côté. C'est aussi le sens du devoir de formation entre 16 et 18 ans. C'est un projet, vous savez, que nous avons beaucoup travaillé avec la députée Sylvie Charrière, qui aujourd'hui devient une réalité, qui fait qu'aucun jeune entre 16 et 18 ans ne doit se trouver sans solution, et nous commençons à y répondre très concrètement. Donc oui, la période actuelle est difficile pour les jeunes. Je ne voudrais pas qu'on s'enferme dans un discours simplement du pessimisme sur cette question, parce que oui, c'est dur, mais en même temps, nous devons ouvrir des perspectives. Premièrement, par les mesures concrètes, comme celles que j'ai indiquées, mais aussi par des discours qui nous projettent dans l'avenir et qui nous permettent de faire construire cet avenir par la jeunesse. Et c'est ce que nous avons à faire au titre et de l'éducation, et de la formation, et de l'emploi, mais aussi des sports et de la culture, comme nous l'avons fait au cours de cette séance. Donc oui, priorité à la jeunesse, et oui, nous continuerons à prendre des mesures pour elle. Merci. Madame la députée. Bien. La parole est à Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. SKF est un groupe suédois, leader incontesté sur le marché des roulements de toutes dimensions. Il est présent dans 130 pays et compte 45 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires dépasse 8 milliards d'euros. Et s'il est confronté à une baisse de la demande, ses résultats restent solides puisqu'il augmente les dividendes par action. Or, la direction France du groupe vient de décider, lors d'une communication au CSE du 2 novembre, la fermeture définitive du site d'Avallon dans l'Yonne. Il s'agit de l'un des 7 sites hexagonaux du groupe. Ce sont 141 salariés permanents et 12 intérimaires qui se voient ainsi signifier l'arrêt de l'activité de leur usine à la fin de l'année 2022. Cette unité fait figure de centre d'excellence dans son domaine, celui des couronnes d'orientation de grande dimension. Sa renommée dans le monde n'est plus à démontrer, avec 95% de la production à l'exportation, dont les 2 tiers sont dédiés aux tunneliers. Le reste de la production est destiné aux travaux publics et à la défense. Flexibilité et adaptabilité ont été les maîtres mots dans la dernière période. L'entreprise a célébré 60 années de présence sur notre territoire, assurant du travail à 2 générations de ruraux dont la seule alternative était l'exode. 2008-2009 fut un moment difficile qui conduisit à une baisse des effectifs. Les efforts alors déployés par tous ont permis de redresser la situation. Au cours des 3 dernières années, l'activité a repris, même si l'équilibre reste fragile. C'est ce qu'affirmait la direction en 2019, ajoutant qu'il n'était nullement question ni de fermeture, ni de restructuration du site industriel. Comment donner du crédit à de tels propos alors que, dans le même temps, d'autres sites étaient l'objet d'investissements massifs, instituant ainsi une concurrence interne au sein du groupe? La confiance a été bafouée. La réindustrialisation de notre pays appartient moins à la sphère publique qu'aux règles du marché, même si les efforts sont louables, notamment en ce qui concerne la baisse des impôts de production. Je vis au sein de cette France dite périphérique, où l'on ne se remet jamais de la disparition d'une entreprise. Les exemples voisins nous le montrent. Combien de zones industrielles restent désespérément vides dans nos petites villes? Nous entendons que l'État jouerait à 1000 % son rôle de protection. La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Villiers, vous savez la mobilisation, Monsieur le député, de la ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher sur ce dossier. Nous comprenons l'émotion provoquée par l'annonce de l'entreprise SKF de la fermeture de son site historique à Avallon. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle se tenait aux côtés des 141 salariés concernés, mais aussi de leurs familles qui sont plongées dans l'incertitude. Elle est particulièrement sensible à leur situation. Ce sont 141 salariés qui vont quotidiennement travailler sur leur site en ayant une ligne d'horizon qui ne cesse de se rapprocher avec l'arrêt prévu en 2022. Vous connaissiez déjà, monsieur le député, la situation du site qui était alarmante depuis plusieurs années.
Néanmoins, ce site, qui produit des couronnes d'orientation de très grande dimension pour le secteur des tunneliers, abrite des savoir-faire très précieux. C'est pourquoi l'État, en concertation constante avec les salariés et aux côtés de l'ensemble des élus du territoire, se mobilise et se mobilisera pour permettre le maintien d'une activité pérenne sur ce site d'Avallon. C'est en ce sens que vous avez déjà pu échanger avec le cabinet de la ministre sur la situation de ce site la semaine dernière. Je sais par ailleurs la mobilisation du ministre Jean-Baptiste Lemoyne et du maire d'Avallon, Jean-Yves Collet, sur ce dossier. Nous souhaitons en effet rechercher avec le plus grand sérieux un repreneur industriel solide. Mais au-delà, nous devons accompagner les autres projets qui permettront à votre territoire de développer et solidifier l'activité et l'emploi industriel. C'est à ce quoi, avec Bruno Le Maire, nous nous attachons avec le plan de relance. Dans votre circonscription, le fabricant de tôleries fines, Tôleries Mécaniques Services, a par exemple récemment été labellisé dans le cadre du Fonds de soutien aux investissements industriels dans les territoires. Il est à présent obligatoire de soutenir nos tissus économiques et de créer les emplois de demain. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Sébastien Huyghe. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adressait à monsieur le ministre de la Santé, mais en son absence, je me tourne vers vous, monsieur le Premier ministre. Le personnel soignant est totalement mobilisé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui fait rage dans notre pays. En raison de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, de nombreux étudiants du monde de la santé sont également mobilisés pour faire face à la vague qui a submergé nos hôpitaux. Les futurs médecins, infirmiers, anesthésistes ou encore cadres de santé de notre pays participent directement à cet effort. Nous leur devons gratitude et reconnaissance. Le 30 octobre 2020, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a par exemple suspendu certaines formations professionnelles afin de permettre aux étudiants de pouvoir renforcer les services hospitaliers jusqu'au 18 janvier 2021. Si ces réquisitions sont indispensables, elles plongent les étudiants concernés dans l'incertitude sur la suite donnée à leur cursus. Selon les régions, les modalités de suspension de ces formations sont en effet variables. Aucune perspective claire n'est parfois offerte aux étudiants concernant la poursuite de leur formation et la délivrance de leur diplôme. En l'état actuel des choses et contre toute logique, le temps d'intervention n'est d'ailleurs pas reconnu comme une période de stage permettant la validation du diplôme. En outre, ces étudiants suivent leur formation via des financements différents et certains pourraient donc être pénalisés financièrement si la période de formation venait à être allongée. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, alors qu'ils perdront plusieurs semaines de formation sur leur cursus, que prévoyez-vous pour rattraper le temps passé sur le terrain ? Des compensations financières sont-elles envisagées pour les coûts engendrés par cette interruption ? Enfin, pouvez-vous me confirmer que l'ensemble des professionnels diplômés, notamment ceux inscrits à Pôle emploi, ont bien été mobilisés avant de suspendre les formations des futurs soignants ? Ces étudiants déjà mobilisés lors de la première vague ne doivent pas être abandonnés alors qu'ils contribuent en première ligne à l'effort national. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de la protection de l'enfance. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Sébastien Huyghe, merci d'avoir mis en valeur effectivement la contribution des étudiants de médecine à la crise épidémique à laquelle nous sommes confrontés. Certains, vous l'avez rappelé, ont vu leur formation suspendue une fois, deux fois, trois fois, pour permettre de soutenir les personnels hospitaliers dans la mission qui était la leur. Votre question a le mérite d'attirer aussi l'attention de la représentation nationale sur les cadres de santé qui, aujourd'hui, assez logiquement, légitimement, logiquement, sont fatigués, fragilisés, usés parfois même par ces nombreux mois de crise sanitaire et de lutte contre le coronavirus. Alors votre question pose particulièrement la question de la formation et notamment des étudiants et des cadres de santé. Rappelez que l'accès à ces formations est ouvert après réussite du concours à tous les personnels paramédicaux qui ont au moins 4 ans d'ancienneté, qu'ils intègrent alors pendant 1 an un institut de formation des cadres de santé rattaché à un établissement sanitaire et financé par la région pendant cette année. Ils auront également la possibilité de suivre un Master 1 ou un Master 2 au sein de l'université avec laquelle leur institut
est rattaché, et c'est un chiffre illustre la vigueur de ces parcours de formation, puisque 1500 de ces cadres sont en cours de formation pendant 2020. Alors, ces personnels, ces cadres de santé publique sont à la croisée des équipes médicales, paramédicales et administratives. Ils doivent mettre en œuvre de manière opérationnelle les politiques institutionnelles qui sont indispensables au fonctionnement de nos hôpitaux, et le gouvernement a bien conscience des tâches compliquées, lourdes, qui leur incombent, en particulier dans la situation actuelle. C'est d'ailleurs pourquoi, vous le savez, les accords du Ségur ont prévu, au-delà de l'attribution de la mesure socle de 183 €, la revalorisation de l'ensemble des grilles des personnels soignants, médico-techniques et de rééducation, dont celle également des cadres de santé. C'est une première étape. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 17 h précises.